J'ai développé un jeu IO et je raconte le développement en vidéo, et aujourd'hui je parle de plus important, la partie IA et la partie multijoueur. Allez, je commence. J'aurais pu faire une IA omnisciente qui voit toute la carte et qui fait les meilleurs choix possibles, mais finalement j'ai fait une IA qui a une vision limitée, comme un simple joueur. L'algo se déplace au hasard et cherche un cube qu'il peut assimiler, donc la bonne couleur et la bonne taille, et tant qu'il trouve rien, il se déplace au hasard. Et si jamais il trouve un cube, il va vers ce cube, et il tourne comme ça toutes les secondes, pour prendre en compte les modifications de la carte, par exemple si un bot a absorbé un cube. Et si jamais il y a un obstacle entre le bot et sa cible, et ben l'algo va continuer son chemin, il va ignorer sa cible. Si jamais je voulais faire une IA qui s'approche du comportement humain, il manque encore 3 choses, parce que là c'est vraiment basique. Il manque la mémoire spatiale, le fait de retenir une zone qui a été visitée pour y retourner ou pour l'éviter s'il n'y a aucun intérêt. Il manque le contournement d'obstacles, donc le pathfinding, le fait de contourner des blocs pour atteindre un bloc qui est assimilable. Et il manque l'anticipation, le fait que le jeu évolue au cours du temps, et que certaines zones peuvent être dangereuses parce qu'un joueur concurrent va grossir et donc peut nous absorber. Au niveau du code, pour simplifier les choses, j'ai créé une classe mère commune à tous les éléments joueurs. On a les joueurs qui sont connectés les uns les autres via un canal WebRTC, et la question c'est comment utiliser ce canal d'information pour faire un jeu multijoueur. La première idée qui m'est venue, c'est d'utiliser WebRTC pour transmettre à chaque frame la position des joueurs. Alors le problème, c'est que WebRTC n'est pas forcément rapide et assez fluide, ou même synchrone avec les frames de rendu du jeu, et le risque, c'est de voir des saccades et de voir des téléportations des joueurs. Donc j'ai testé une autre solution. Au lieu de donner que la position, je donne aussi la dérivée, donc la vitesse de déplacement du joueur. Ça permet d'interpoler la position des joueurs entre chaque mise à jour, donc c'est déjà beaucoup mieux. Mais je trouvais que cette boucle d'information était vraiment bourrin, et surtout je pense qu'il peut encore y avoir des saccades, donc j'ai trouvé une autre solution. La solution que j'ai trouvée, c'est quand le joueur interagit avec son clavier, avec son joystick, il envoie l'information d'interaction à l'autre joueur, et j'applique le vecteur force comme s'il était un joueur en local. Je récupère aussi la position pour corriger si jamais il y a une dérive au cours du temps. Pour schématiser les choses de façon un peu plus simple, là on a la courbe qui prend en compte la position au cours du temps. On a une courbe qui n'est pas du tout linéaire, on a une courbe discrète. On a la deuxième méthode, on a une courbe avec la position et la dérivée, donc on a une courbe qui est beaucoup plus lisse. Et enfin, on a la courbe où on envoie uniquement la force dès qu'il y a une interaction, avec la position pour corriger si jamais il y a une dérive. On n'est plus sur une interpolation de mouvement, on est sur une simulation. Donc on simule le déplacement du joueur et on corrige si jamais il y a une dérive. Je pense pas qu'on puisse faire plus optimum au niveau de la quantité d'informations qui est transmise. Dernière chose que je voulais aborder au niveau de la génération procédurale de cartes et de l'IA, c'est les nombres aléatoires. Tout fonctionne avec des nombres aléatoires. Et donc chaque machine de chaque joueur va générer ses propres nombres aléatoires, et ça va être un problème en multijoueur, parce qu'il faut que les IA aient les mêmes comportements, et il faut que les décors, il faut que les cartes soient identiques. Alors la solution la plus simple et la moins subtile, ça serait que le joueur qui crée la partie envoie toutes les informations de la carte, la position des blocs, les couleurs, etc., le comportement des IA en temps réel. Mais le problème, c'est que ça fait une quantité d'informations qui est énorme en fait. Toute une carte, des milliers de blocs, plus les couleurs, plus les IA, il y a vraiment trop d'informations. La solution qui est souvent utilisée dans ce genre de cas, c'est de ne plus utiliser la fonction de génération de nombres aléatoires natif, mais d'avoir une fonction de génération de nombres aléatoires, une sorte de machine à état qui peut être contrôlée. Et cet état interne est contrôlé par un nombre qu'on appelle le seed. On va partager le seed entre tous les joueurs, et à partir de là, la séquence de nombres aléatoires va être identique pour tous les joueurs. Et donc on aura le même comportement pour les bots, et on aura des cartes qui sont identiques. Et on utilise cette méthode dans beaucoup de jeux multijoueurs, par exemple dans Minecraft, pour la génération des cartes, dans Age of Empires, ou dans tous les jeux en fait, où il y a des cartes et du multijoueur. Je l'ai montré dans la vidéo précédente, j'avais commencé à établir les règles de gameplay, sauf qu'en fait c'était un sacré bordel, c'était contradictoire, c'était mutable, c'était juste incompréhensible pour les joueurs. En début de partie, les joueurs peuvent choisir une couleur. Pendant la partie, les joueurs peuvent absorber les cubes
qui ont leur propre couleur, uniquement si ces cubes ont une taille inférieure à eux. Par contre, si jamais le joueur grossit et qu'il a une taille 4 fois supérieure à un cube, il peut absorber n'importe quelle couleur. Et en fin de partie, il peut tout absorber. Et pour aider le joueur à comprendre le gameplay, j'ai affiché le niveau nécessaire pour absorber un cube. Mais en fait, ça fonctionne pas du tout, c'est juste incompréhensible. Et donc je me suis dit, faut changer tout ça. Et j'ai pensé à un jeu, Mario Kart, et dans le jeu on peut ramasser des loots. Et pour ce jeu, on pourrait utiliser des loots pour débloquer des couleurs. Comme ça serait plus simple et plus explicite. J'ai rajouté d'autres types de loot, donc un loot pour la distance d'absorption, un loot pour se protéger, un loot pour accélérer la vitesse du joueur. J'ai fait n'importe quoi. Et j'ai encore empiré les choses. J'adore le dessin et j'adore la création 3D, et je voulais absolument l'intégrer au jeu. Et donc j'ai ajouté en début de partie la possibilité de choisir une machine. Et plus le joueur va jouer, plus il va accumuler de points, et plus il a de points, plus il peut débloquer de nouvelles machines. Donc j'ai créé ça sur Blender, j'ai modélisé, j'ai texturé, et voilà le résultat. C'est moche. Ça correspond pas du tout au design du jeu, ça s'intègre pas. Alors j'aurais pu le modifier, rendre ça un peu moins organique, plus plastique, mais c'est beaucoup de travail et en plus il faut faire plusieurs machines, donc c'était vraiment une mauvaise idée. Arrivé à cette étape, comme la dernière fois, comme le jeu précédent, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à me dire que le jeu était vraiment nul et pas intéressant et que ça valait pas le coup de continuer. J'ai fait une pause de plusieurs jours et je suis revenu vers le projet pour avoir une vision différente. Et là, j'ai essayé d'extraire l'essence du jeu et d'effacer tout ce que j'avais fait au niveau du gameplay. J'ai enlevé le choix des couleurs. Par contre, j'ai gardé le choix du socle parce que ça permet de différencier les joueurs entre eux. La seule règle de gameplay, c'était d'absorber les cubes de taille inférieure. Et je suis arrivé à la même conclusion que dans les vidéos précédentes. La seule chose qui va modifier l'expérience de jeu pour ce type de gameplay, c'est l'organisation de la carte. C'est la carte qui va rythmer le jeu, qui va contraindre la vitesse d'évolution du joueur et sa progression. J'ai modifié la génération procédurale de cartes, j'ai essayé de l'ajuster pour trouver un bon compromis pour gérer la partie. J'ai trouvé un compromis global entre la vitesse du joueur, la taille de la carte, la disposition des cubes, pour créer une bonne sensation de jeu. Et voilà, on arrive au résultat actuel. C'est comme ça qu'est né Yobox. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un projet laborieux que j'ai sous-estimé, ça m'a pris du temps. Mais j'ai persisté et je vous encourage à faire pareil. Si vous avez un projet qui est difficile, essayez d'aller jusqu'au bout. Sinon, pour ceux qui ont remarqué, c'est une réédition de la vidéo précédente, parce que elle était totalement ratée. Et du coup, je me suis relancé rapidement pour la refaire. Pour la prochaine vidéo, j'ai déjà terminé en fait, puisque j'ai fait celle-ci après la prochaine vidéo. D'ailleurs, du coup, je parle de mon site VR que j'avais commencé il y a un mois à développer. Et du coup, je vous encourage à aller voir, c'est intéressant à regarder. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, tout ça, je réponds. Voilà, et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'était Codeur de Nuit, et je vous dis à la prochaine. Salut!